Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stay Connected. Je suis Flora, attachée marketing chez Orisha Healthcare et aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur, la relation patient-médecin. Avec OpinionWay, on a réalisé le tout premier baromètre sur ce lien unique qui reste l'un des plus solides en France, mais on va le voir, qui évolue et se transforme. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Romain Léger et Frédéric Michaud. Romain, Frédéric, je vous laisse vous présenter. Bonjour, Frédéric Michaud, je suis directeur général adjoint d'OpinionWay. Je dirige le pôle opinion qui a réalisé cette belle étude pour Orisha Healthcare. Merci. Romain ? Je suis Romain Léger, je suis le CEO d'Orisha Healthcare et je dirige le pôle santé au niveau du groupe Orisha. Merci à tous les deux d'être là aujourd'hui. Avant de rentrer plus dans les résultats de l'étude, je voudrais commencer par un peu de contexte. Romain, qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer ce premier baromètre sur la relation patient-médecin ? Il y a quelque chose que tu voulais étudier en particulier ? Oui, totalement. On souhaitait un petit peu aller sur le terrain. On est éditeur de logiciels et on voit souvent, nous, la relation entre le professionnel de santé, donc le médecin, et son patient d'un vue un peu technique, d'un vue fonctionnel. Mais on voulait un petit peu plus sentir le terrain pour voir un petit peu qu'est-ce que pensaient les patients de la relation qu'ils pouvaient avoir avec leur médecin et inversement, comment également les médecins pouvaient ressentir cette relation-là. Parce que dans les 10 dernières années, il y a eu énormément de changements technologiques qui se sont passés. Il y a eu beaucoup de changements également d'usage, notamment la prise de rendez-vous en ligne, entre autres, qui a sans aucun doute changé cette relation entre le patient et le médecin. Et puis ça nous permettait peut-être de prendre une vue de hauteur pour se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire évoluer dans nos produits pour accompagner ou continuer à accompagner les médecins dans leur travail au quotidien. Merci Romain, c'est intéressant. Du coup, pour ce baromètre, on a fait une enquête miroir auprès des patients et à la fois des médecins. Qu'est-ce qui, sur le plan méthodologique, a été un peu particulier du coup ? Justement, c'est l'ambition de cette étude, c'est le regard miroir. C'est-à-dire de ne pas aborder la relation uniquement du point de vue du patient ou uniquement du point de vue du médecin, mais bien de l'envisager des deux points de vue. Donc nous avons interrogé d'abord, de façon assez classique, un échantillon national de 1000 personnes, représentatif du grand public. Et puis, en parallèle, nous avons interrogé un échantillon de 200 médecins, dont 100 généralistes et 100 spécialistes, pour avoir justement la confrontation des deux points de vue, voir quels sont les points de convergence et au contraire, d'éventuels décalages dans les perceptions de chacune de ces deux populations. Très intéressant. Du coup, on va passer plus sur l'étude maintenant. L'étude, elle montre qu'il y a 96% des patients qui disent avoir une bonne relation avec leur médecin. C'est vraiment énorme. Je suppose qu'on ne voit pas un tel niveau de satisfaction dans toutes les études. Non, absolument. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a, surpris par son ampleur. C'est-à-dire, c'est pas une relation bonne, c'est pas une relation très bonne, c'est une relation excellente entre les Français et leurs médecins. Et c'est d'ailleurs assez surprenant dans le contexte général actuel de voir une profession aussi fortement valorisée par les Français. On sait à quel point, évidemment, les hommes politiques, les journalistes, les chefs d'entreprise d'une manière générale, dans une moindre mesure évidemment, mais tout de même, ont une image relativement, plus ou moins dégradé dans l'opinion publique. Là, le médecin conserve une forme de prestige, une posture extrêmement positive dans le regard de l'opinion publique. Donc déjà, ça, c'est surprenant, puis ce qui est très fort, c'est les niveaux enregistrés. 96% des Français déclarent avoir une bonne relation avec leur médecin généraliste. La moitié d'entre eux dit même qu'elle est très bonne. C'est-à-dire qu'elle est très répandue et elle est très, très enracinée, très intense. C'est la même chose avec les médecins spécialistes. Et puis dans le sens inverse, les médecins eux-mêmes disent avoir une excellente relation avec leurs patients. Donc déjà, ça, quand on aborde la relation entre les patients et les médecins, on a quelque chose qui est extrêmement positif et qui nous dit la solidité de la qualité de cette relation entre le patient et le médecin. Sur quoi se fonde ce bon jugement ? D'abord sur un sentiment d'écoute. 90% des Français ont le sentiment d'être bien compris
par leur médecin. Voilà, la relation, c'est d'abord une relation d'écoute, mais il y a d'autres éléments qui nourrissent cette bonne satisfaction générale. Bon, évidemment, il y a des éléments professionnels. La qualité des diagnostics, la qualité des traitements, je dirais que c'est le cœur de ce qu'on vient chercher quand on va faire une consultation chez un médecin. Là, on a plus de 90% des Français qui sont satisfaits de ces deux points, de ces deux aspects du travail, hein. La qualité des diagnostics, la qualité du traitement. Et puis ensuite, il y a des éléments qui sont plus directement humain, c'est-à-dire relationnel, c'est-à-dire la capacité d'écoute. On retrouve ce sentiment d'être bien compris. On a 89% des Français qui sont satisfaits de la capacité d'écoute de leur médecin. Et puis aussi le temps consacré à chacune des consultations. On a un seul élément qui est un petit peu en retrait, qui est largement attribué, c'est la disponibilité pour des consultations d'urgence. Là, on est un petit peu en retrait en termes de satisfaction. On a tout de même 2/3 des Français qui sont satisfaits. Merci Frédéric. Du coup, dans ce que vous avez dit, vous avez bien montré que les patients et les médecins sont tous les deux satisfaits. Ils sont vraiment unanimes dans leurs réponses sur la qualité de la relation. Est-ce que il y a quelque chose qui peut expliquer que les deux parties soient aussi satisfaites l'un que l'autre ? Oui, alors d'abord c'est pas une relation neuve, hein, c'est une relation ancienne. Voilà, souvent il reste encore beaucoup de médecins de famille, donc voilà, l'ancienneté crée la solidité de la relation. Je dirais également, et nous le savons bien dans les études d'opinion, les préoccupations pour la santé sont toujours extrêmement fortes. On parle beaucoup du pouvoir d'achat. On parle beaucoup de la sécurité dans les principaux domaines de préoccupation des Français. La santé est souvent en 3e position. C'est quelque chose de très concret et auquel, évidemment, les Français sont particulièrement attachés. Et au cœur de cette préoccupation, il y a évidemment la figure centrale du médecin. Donc voilà, tout ça explique, entre autres, au-delà des éléments que j'ai évoqués, c'est-à-dire au-delà de la qualité de l'écoute, de la qualité des soins, du diagnostic. Tout ça explique aussi pourquoi cette relation est très solide. Merci, c'est très clair. Romain, maintenant je vais me tourner vers toi. Toi qui as une vision un peu plus terrain, est-ce que ce constat positif, tu l'observes toi sur le terrain avec les professionnels de santé avec lesquels tu travailles ? Exactement, c'est passionnant ce que disait Frédéric tout à l'heure sur ces chiffres-là. Je crois qu'on le perçoit bien, on perçoit bien cette importance dans la relation que le médecin ou tout professionnel de santé met avec l'ensemble de ses patients. Il y a aussi le point qui m'interpelle, qui est tout à fait juste, parce qu'on le ressent aussi sur le 65% des Français qui sont satisfaits, donc c'est seulement les 2/3, sur l'urgence. Quand on a une urgence, comment arriver à joindre son médecin ? On le voit aussi souvent dans les informations où aller aux urgences, par exemple pour une urgence, on peut attendre des heures. Son médecin également est aussi, lui, surchargé. Je crois que dans l'étude, on disait 78% des médecins se disent surchargés de travail et je crois que un médecin sur 2 se dit avoir trop de patients. Donc ça montre aussi que le sujet de l'urgence est aussi lié à la charge de travail que les médecins peuvent avoir. Donc le médecin, il a cette relation de proximité. Frédéric disait tout à l'heure, cet ancrage dans le tissu social, c'est totalement ça. Et donc ça nous amène à des questions qu'il faudra se poser plus tard sur qu'est-ce que l'on peut faire pour mieux les accompagner, pour leur donner plus d'outils, pour gagner du temps ou améliorer leur diagnostic, leur permettant peut-être soit d'avoir un peu plus de temps dans la relation patient-praticien. Mais ce qui est certain, c'est que tout ce qui est indiqué par Frédéric dans l'étude d'Opinionway, nous on l'aperçoit bien, notamment quand les médecins nous appellent pour démarrer, pour choisir notre logiciel ou tout simplement pour avoir des questions au niveau de notre support au quotidien. On sent bien qu'on doit être quand même là très proche des médecins, pas parce qu'ils ont envie qu'on soit proche d'eux, on doit être proche des médecins parce qu'eux sont proches de leurs patients et que les patients aussi sont devenus peut-être de plus en plus exigeants aujourd'hui avec aussi une immédiateté du diagnostic parce que
On en discutait dans un précédent podcast. Aujourd'hui, tout patient peut aller sur Internet. Alors, c'est pas le bon diagnostic, mais tout le monde le fait. On va sur Internet, on se dit, on recherche ce qu'on a, et puis on voit alors, tout et un peu n'importe quoi. Surtout, c'est inquiétant. Et en fait, on va des fois même voir son médecin en ayant déjà un préjugé de ce que l'on a avant même que le médecin ait pu faire son diagnostic. Donc, ce qui veut dire que la relation doit être d'autant plus importante aujourd'hui, parce qu'il y a déjà une étape de réassurance, je trouve, à avoir quand le patient rentre dans le cabinet, parce que potentiellement le patient s'est déjà documenté. Et à mon avis, souvent, au moins une fois sur deux, son diagnostic du patient, son propre diagnostic est déjà erroné. Donc le médecin doit aujourd'hui redoubler d'efforts, à mon sens, par rapport à ce qui pouvait être fait il y a déjà quelques années. Ne serait-ce parce que tout le monde a accès à de l'information. Mais ce qui est très rassurant également dans ce que vient de dire Frédéric sur le sondage, c'est que pour autant, je pense que les médecins ont vraiment évolué avec l'évolution de la population française, et on voit bien que cette relation entre le patient et le praticien reste toujours très forte, et je pense que c'est sûrement un des bénéfices français, entre autres, de notre système de santé français, parce que on peut le dire, et je pense qu'il faut se le redire, on est quand même sur un des meilleurs systèmes au monde, que ce soit par le biais de la qualité universitaire française, mais également avec tout l'accès aux soins qui est accompagné par la sécurité sociale. Super. J'allais te poser après la question sur, malgré tout ce positif, est-ce que tu vois des points négatifs? Mais au final, tu as répondu, c'est le manque de temps et aussi peut-être le fait que maintenant il y a de l'autodiagnostic. Je ne sais pas si tu en as d'autres. Non, c'est ça, tu as raison. Je pense que l'autodiagnostic, à la rigueur, je ne suis pas sûr que ce soit un point négatif, puisque ça permet tout un chacun éventuellement de regarder les informations qu'il a envie. Par contre, côté médecin, nous, on le ressent bien. On voit bien qu'il y a vraiment dans les agendas une surcharge de rendez-vous. Et c'est peut-être là ce petit point négatif, c'est-à-dire que si on surcharge les rendez-vous, s'il y a vraiment un trop grand nombre de demandes, peut-être que le médecin, à un moment, est peut-être amené à écourter le diagnostic, non pas parce qu'il a envie de l'écourter, mais peut-être parce qu'il a envie de prendre plus de patients, parce que y a de la demande. Et donc on est aussi, il ne faut pas oublier quelque chose, dans une population française qui se densifie, mais qui vieillit. Donc plus la population vieillit, plus elle a une nécessité d'avoir des soins médicaux. Ça, c'est factuel. Donc, il y a peut-être on le dit depuis déjà quelques années, il y a peut-être un manque, peut-être une pénurie aujourd'hui de médecins en France, et généralistes, spécialistes, comme tout corps de métier, je pense qu'il y a un sujet à craquer dans les prochaines années en France, c'est comment le système universitaire français, comment on va faire pour avoir un peu plus de praticiens, tout en gardant la qualité que l'on a, puisque très clairement, ce que ramène le sondage d'OpinionWay, il y a la relation entre le patient et le praticien, mais il y a aussi la qualité des soins qui sont exercés en France, et donc c'est comment rester aussi qualitatif, mais peut-être demain en ayant un peu plus de médecins pour répondre à la demande. Du coup, c'est directement en lien avec ce que j'allais poser comme question après. Du coup, Frédéric, comme on le dit, la disponibilité, ça devient quand même un peu le point de tension. Est-ce que ça peut vraiment devenir, si on continue comme ça, un gros problème? Est-ce que ça peut continuer à plus détériorer la relation qui est pour l'instant très très bonne? Oui, la relation est très bonne parce qu'en réalité, chacune des deux parties, si je puis dire, elle l'aborde exactement de la même façon. C'est-à-dire que chacun considère que les différents critères qui constituent la relation sont importants. L'écoute, 97% des patients jugent que c'est important, c'est 100% pour les médecins. L'explication du diagnostic, prendre le temps d'être ausculté, orienter vers un autre spécialiste, être disponible pour des consultations d'urgence, assurer un suivi, etc., etc. Sur tous ces points, on a quasiment à quelques points près une vraie convergence de vue sur les éléments importants. Il y a juste un ou deux éléments de décalage. D'abord, la transparence sur le coût des soins. Ça, c'est très important pour les Français. Ça l'est un petit peu moins pour les médecins, ça l'est quand même pour eux, hein. Mais on a tout de même là 17 points d'écart. On sent bien la préoccupation pour le pouvoir d'achat, enfin, on connaît ça très bien, hein. La contrainte économique, c'est encore plus important pour les patients
que pour les médecins. Donc là, il y a peut-être un petit effort pour les médecins de pédagogie de transparence sur le coût des soins et des traitements. Et puis on retrouve l'autre élément qu'on a déjà évoqué, le fait d'être facilement joignable pour des questions, pour des rendez-vous non urgents. Et cette question-là de la disponibilité, c'est pas uniquement pour les cas d'urgence, c'est d'une manière générale, elle renvoie à une problématique qu'on voit beaucoup dans les études d'opinion, qui est celle du désert médical, ou des déserts médicaux, qui sont un vrai point de crispation pour l'opinion publique, et d'ailleurs pas uniquement dans les zones rurales. Alors les métropoles sont un peu épargnées par ce sujet, mais c'est le cas dans les petites villes, dans les villes moyennes de province. On a cette difficulté qui est en train de se répandre un peu sur l'ensemble du territoire, en raison des éléments qui ont été évoqués, le numerus clausus par exemple. C'est une vraie difficulté. Et à nouveau, c'est quelque chose de très quotidien pour les Français. Devoir attendre plusieurs mois pour obtenir des rendez-vous auprès de certains spécialistes, c'est de moins en moins acceptable pour les Français, et ça s'inscrit dans un sentiment plus général de dégradation de la qualité des services fournis par la puissance publique. Donc voilà, là on a quelque chose autour de la disponibilité, autour de l'accessibilité aux soins, qui est de nature à dégrader la relation entre les patients et les médecins. Et puis on a un autre élément qui est un élément de fond, qui est une sorte de montée des exigences. On a 92% des médecins qui nous disent qu'au cours des dernières années, les exigences, c'est-à-dire depuis le Covid essentiellement, les exigences des patients ont augmenté. 92%. C'est-à-dire c'est unanime. Tous les médecins observent des exigences croissantes de la part des patients. Je pense même que c'était préalable au Covid, mais peut-être que le Covid a amplifié les choses. Et évidemment, les nouvelles technologies ne sont pas absentes de ce phénomène. On s'est centré uniquement sur l'IA dans l'étude, parce que c'est l'effet de nouveauté. Mais on connaît tous des sites, on fréquente tous des sites. Là, dans l'IA, en ce qui concerne l'IA, on a d'ores et déjà 38% des Français qui utilisent l'IA sur un point, et 2/3 qui pourraient l'utiliser sur au moins un point. La compréhension du diagnostic. C'est le premier élément pour lequel l'IA est utilisée, ou pour lequel on envisage d'utiliser l'IA. Chercher des informations complémentaires après la consultation, analyser ses propres symptômes. Voilà, là on a le trio de tête des usages de l'IA. Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit qu'on est vraiment dans une recherche d'information. Avant, après la consultation. Et donc, alors, on ne va pas rééquilibrer l'asymétrie d'information, parce qu'elle est consubstantielle à la relation. Celui qui détient le savoir, c'est le médecin. Celui qui vient consulter ce savoir, hein, c'est le patient. Mais en tout cas, les patients cherchent à en savoir davantage. Il y a vraiment une volonté d'accéder à plus d'informations pour mieux comprendre tout simplement ce qu'ils vivent ou les traitements qui leur sont prescrits. Et c'est pas négatif. Je pense que c'est pas négatif, c'est pas une remise en cause du savoir des médecins. Au contraire, c'est une volonté d'arriver dans la relation, peut-être en étant un petit peu mieux préparé, en disposant davantage d'informations, peut-être en subissant moins aussi parfois le jargon médical, hein, qui peut être un peu inquiétant ou intimidant, et en tout cas de chercher à comprendre et donc à approfondir cette relation. Et donc là, je crois que l'intelligence artificielle joue ce rôle et est amenée sans doute à le jouer davantage. Bon, après, il y a des éléments un petit peu plus techniques, faciliter le dialogue, préparer sa consultation. On voit que c'est en train de se développer dans la population. Quand je regarde ce qu'on appelle la ventilation des résultats auprès des plus jeunes catégories de la population, on voit que chez eux, ça devient un réflexe. Donc ça veut dire qu'avec l'évolution des technologies, avec le renouvellement démographique tout simplement, demain, ce sera la norme. C'est quelque chose qui est là pour durer. Et ce que je trouve intéressant aussi sur ce sujet, c'est de voir que les médecins n'y sont pas opposés par principe.
on aurait pu s'attendre à ce que les médecins considèrent que ça vient altérer, mettre en doute, mettre en cause la qualité de leur savoir et leur prééminence. C'est pas du tout le cas. Enfin, c'est pas complètement le cas. C'est-à-dire qu'ils sont tout à fait favorables à l'utilisation de l'IA, j'allais dire d'un point de vue professionnel, pour améliorer leur diagnostic dans des maladies rares, pour les aider à affiner ou à préciser un diagnostic, par exemple, pour identifier des signaux faibles ou des complications possibles, pour confirmer un diagnostic, et même dans une certaine mesure pour préparer leur consultation. Donc sur les aspects professionnels, l'IA est bien vue comme ce qu'elle est, c'est-à-dire comme un assistant du médecin, un assistant technologique du médecin qui l'aide à affiner et être encore plus précis dans l'exercice de son travail. Le seul point négatif, c'est on retrouve ces deux dimensions, c'est-à-dire sur la qualité humaine. C'est-à-dire là, on a un grand scepticisme des médecins sur le fait que l'IA puisse les aider à faciliter le dialogue avec les patients. Donc voilà, on voit bien comment cette nouvelle technologie qui a surgi très récemment est déjà très largement appropriée par les patients d'un côté, par les médecins de l'autre, et j'allais dire sans a priori négatif, même si on sent peut-être un petit peu plus de méfiance chez les médecins en ce qui concerne la dimension strictement humaine de la relation. Merci Frédéric, c'était très clair. J'aimerais revenir sur un autre point de l'étude qui n'a pas totalement de rapport, mais on voit aussi qu'il y a la moitié des patients qui ont déjà changé de médecin au moins une fois. Donc ça contraste avec tout le côté positif qu'on voit dans le début de l'étude. Est-ce que selon toi, ça reflète une évolution de leur manière d'aborder leur relation avec leur médecin ? Non, je crois pas. Parce que, alors, d'abord, on n'a que 51% des Français qui ont changé au moins une fois de médecin. Ça veut dire qu'on a la moitié de la population qui ne l'a jamais fait. Ce qui dit bien quand même une forme de fidélité à son médecin et la solidité de cette relation. Alors chez ceux qui l'ont fait, il y a plusieurs raisons qui sont avancées. D'abord, ils estimaient que la qualité des soins était insuffisante. Bon, on a vu tout à l'heure que ce n'était pas le cœur de ce qu'on venait chercher dans une consultation, mais tout de même, c'est un élément qui est quand même important. S'il n'est pas là, ça peut conduire des patients à changer de médecin. Et puis ensuite, les deux autres éléments, les deux autres raisons de fond, je trouve, sont très intéressantes parce qu'elles éclairent bien les deux dimensions du sujet dont nous parlons depuis tout à l'heure. On a cette dimension professionnelle, on a cette dimension humaine. Vous ne vous êtes pas senti écouté. C'est la deuxième raison mise en avant par ceux qui ont changé de médecin. La troisième, vous n'aviez pas confiance en ce médecin. Voilà. Là, on a le trio de tête. Les résultats sont les mêmes au point près. C'est vraiment relié sur la relation, quoi. La qualité des soins et la relation humaine. Alors il y a d'autres raisons, on ne se sentait pas à l'aise pour parler librement, on avait le sentiment d'être jugé, on retrouve cette asymétrie, ce côté un peu intimidant de la relation patient-médecin, mais ça joue beaucoup moins que les trois principales raisons. Donc en réalité, dans le nomadisme médical, il peut y avoir des raisons structurelles. Quand on déménage, évidemment, on est amené à changer de médecin. Mais les éléments de fond tiennent à la nature même de la relation telle qu'elle s'exerce. Et on sent bien cette volonté des Français, cet attachement des Français à l'égard de leur médecin et la volonté de faire vivre et dans la longue durée cette relation à leur médecin. Super. Romain, pour faire suivre avec ce sujet, du coup, comment est-ce que tu penses qu'on peut combler l'écart entre ce que les patients attendent, notamment en matière d'écoute et de disponibilité, et la réalité ? Est-ce que tu vois des solutions ? Alors, il y en a forcément. Je pense que Frédéric disait tout à l'heure qu'il y a eu aussi
augmentation de l'exigence, sûrement post-Covid, dans l'attente d'une qualité ou d'une meilleure qualité des soins envers son médecin. Nous, on va rester, en tout cas moi, dans ma vision, je vais rester humble. C'est-à-dire que je pense qu'on doit, par le biais de l'outil informatique, aujourd'hui, il y a de plus en plus de données, il y a de plus en plus d'obligations aussi pour le médecin à saisir de la donnée, à télétransmettre auprès de l'assurance maladie, à passer par des logiciels agréés pour faire l'ordonnance, par exemple. Donc là, on est vraiment dans le numérique et dans le digital, et on a eu vraiment cette accélération post-Covid, on le sent bien également. Comment on peut faire nous, je pense qu'on doit mettre en place une meilleure fluidité dans le parcours et de l'usage pour le médecin de sa donnée, donc de sa data au quotidien. Je pense qu'on le fait bien depuis des années, mais pour revenir en fait à ce que disait Frédéric tout à l'heure avec le rapport du médecin à l'IA, je pense qu'on est dans le vrai aujourd'hui, et c'est à nous, éditeurs de logiciels, on est dans le numérique, de proposer, d'améliorer la donnée que l'on a dans chaque dossier patient. On l'augmente avec une couche d'IA, et ça nous permet, soit justement, ça j'aime bien ce que disait Frédéric tout à l'heure, de préparer la consultation, parce que ça permet de dire au médecin, on va te préparer la consultation avec une couche d'IA qui te permet rapidement d'avoir une synthèse et un résumé, et de se dire, ben voilà, là, au lieu de de prendre 1 ou 2 minutes supplémentaires avant la consultation et d'ouvrir la porte, ben, déjà le résumé qui est déjà fait, surtout quand on a sur des dossiers digitaux où on est interconnecté avec le DMP par exemple, pour voir que le patient il a été chez d'autres spécialistes, ben, ça permet de dire, attendez, voilà, hop, on fait un résumé de ce qui s'est passé sur les 6 derniers mois dans la vie du patient, et ça permet déjà d'avoir en fait un a priori positif. Et donc, à mon sens, de mettre le professionnel de santé dans de meilleures dispositions, avec une meilleure information pour répondre plus rapidement et répondre à l'exigence qui a été augmentée aujourd'hui avec le patient. Mais ça, c'est un exemple. Mais j'ai envie de dire, l'IA dans sa globalité, et qu'au début de l'histoire, même si ça fait, allez, on va dire 3 ans qu'on en parle, et il y a une vraie accélération, comme toute percée technologique, il y a toujours une accélération sur les premières années, puis après il y a en fait une sorte de stagnation. Je pense qu'on est loin de la stagnation de l'IA aujourd'hui. Il y a encore quelques années devant nous, et on va continuer à utiliser et à développer ce savoir. Et je pense que Frédéric disait quelque chose à juste titre également, c'est que le médecin n'est absolument pas contre l'IA, bien au contraire, du moment que l'IA est à côté de lui pour l'accompagner. Et en fait, c'est notre credo, on s'est toujours positionné comme ça, nous, chez Orisha, c'est de dire, on n'est pas là pour faire le travail en fait des médecins, bien au contraire, on est là pour leur faciliter la vie et être à leur côté pour les accompagner tout au long de leur journée. Et donc, quand on voit que les médecins sont assez favorables à l'intégration de l'IA dans leur quotidien, et que, de l'autre côté, les patients, au moins pour un tiers d'entre eux, l'utilisent pratiquement au quotidien pour les soins de santé, ça serait quand même dommage, de notre côté, nous, étant professionnels de la tech, de se dire, il faut que l'on mette en place dans nos produits une IA qui permette d'augmenter le savoir du praticien, et donc de lui permettre, encore une fois, de dégager du temps, un meilleur temps dans sa relation, puisque c'est le cœur du sujet. Comme 97% des patients sont satisfaits de la relation qu'ils ont avec leur médecin, à nous d'en prendre conscience, même si on se dit on est dans la tech, on pourrait rester que dans la partie technique. Non, nous on prend conscience que c'est sûrement le sujet le plus important aujourd'hui pour les Français, donc forcément pour les médecins, qui sont aussi nos clients. Et donc si on prend conscience de ça, je pense qu'on va de fait proposer des solutions. Nos équipes proposeront forcément des solutions, on a déjà commencé, et on va continuer à proposer des solutions pour mettre plus d'IA et plus d'innovation dans nos produits qui vont permettre de garder ce taux élevé de 97% de satisfaction des Français dans la relation avec leur médecin. Du coup, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples concrets de ce qui est déjà fait et de ce que tu aimerais voir apparaître dans les logiciels Orisha Healthcare ? Alors, il y a énormément de choses que j'aimerais que l'on fasse.
Ce qui est déjà fait aujourd'hui, on a déjà travaillé avec deux partenaires sur l'IA dentaire. On en parle régulièrement depuis maintenant 2-3 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable sur une radio, donc une panoramique dentaire, de faire un plan de traitement, de sortir tous les diagnostics et donc de faire gagner à peu près 2-3 minutes de saisie aux professionnels de santé. Quand on voit qu'une consultation dentaire, c'est à peu près entre 20 et 30 minutes, si vous faites gagner ne serait-ce que 2 à 3 minutes sur un plan de traitement, sur une radio, sur une recherche de pathologie par consultation, naturellement, on propose un gain. Après, c'est le praticien, c'est le chirurgien-dentiste là, qui utilise son gain de temps comme il le souhaite, soit en consacrant plus de temps avec son patient, soit en gardant ce temps-là pour prendre plus de patients. On avait fait quelques calculs en disant l'IA dentaire permet en moyenne de prendre 2 patients de plus par jour. Ça pourrait avoir des gains comme ça entre 1 et 2 patients, ne serait-ce que quand on voit le temps d'attente. Déjà rien que ça, c'est déjà à notre petite échelle, déjà pas mal. Mais il y a plein d'autres choses pour les médecins généralistes, l'enregistrement de la consultation. Ça, c'est en train de se démocratiser. Je suis le médecin, Frédéric est mon patient. Plutôt que je passe avec Frédéric dans le quart d'heure de ma consultation 5 minutes à taper la consultation et le résumé de ce que Frédéric m'a dit. Non, je vais cliquer sur un bouton qui va enregistrer la consultation du moment bien entendu que le patient donne son accord, l'IA va automatiquement derrière traiter le résumé pour le structurer. On ne va pas faire le travail à la place du médecin, on va lui structurer, lui va le relire, il va le modifier, c'est lui qui est maître, dans tous les cas, il est maître toujours de tout, ça c'est très important, et il cliquera, donc rien que ça permet aussi de faire gagner du temps, mais ça rejoint le sondage, ça permet de continuer de se bien synchroniser dans la relation avec le patient. Ça c'est un outil d'IA parmi tant d'autres qui va venir augmenter, je pense, la relation entre le patient et son médecin. Après, on peut en avoir plein d'autres. Il y a des sujets sur l'ordonnance également aujourd'hui, notamment sur des recherches de pathologies de contre-indication, des alertes. On peut aussi... on peut aller hyper loin. Moi, dans le dernier podcast, je répète toujours la même chose, mais je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas suffisamment fort en santé sur la prédiction des pathologies. On vient chez son médecin parce qu'on a un symptôme. C'est comme ça aujourd'hui. On est malade, on a un symptôme, on va voir son médecin. Très bien. À l'heure où on est en 2025, on va dire à l'aube de 2026, l'IA et la masse de données que l'on traite, je pense que l'IA va transformer l'usage, non pas dans ce que l'on fait aujourd'hui, mais comment on va pouvoir prédire une pathologie ou éviter certaines maladies. Puisque si on regarde un petit peu les dépenses de la sécurité sociale, on peut faire le point sur notre système de santé. On dépense énormément en médicaments, soit en consultation, mais on est en réaction aujourd'hui. Notre système de santé est en réaction à une pathologie. Et on n'est pas en anticipation de... on peut, je pense, énormément sauver de vies sur la recherche de certains cancers. Il y a énormément de gains sur le cancer du sein, entre autres, ça va être le premier, où l'IA aujourd'hui permet de faire des détections en avance de phase et d'éviter même des chimiothérapies. Je pense que c'est pareil, mais alors avec l'hygiène de vie de chaque patient, parce que je pense que vu toute la donnée qu'on est en train d'assimiler, qu'on a déjà enregistrée, un patient de tel âge faisant tel sport, pas de sport, fumer, tabac, pas tabac, alcool ou pas, tout ça, le job qu'il peut faire aussi, tous ces éléments-là, en fait, peuvent venir proposer. Je dis bien proposer en anticipation et pourquoi pas mettre des alertes. Et là, c'est aussi pareil. Est-ce qu'on pourrait pas changer la relation en disant, en faisant plus de prévention et potentiellement en alertant les patients, puisque, comme disait Frédéric, 38% utilisent l'IA, les patients, pour rechercher des pathologies, comprendre le diagnostic, ou même essayer d'anticiper ou préparer sa propre consultation. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer dans l'IA dans les prochaines années. Moi, je reste un fervent défenseur de comment on peut mettre de la prédiction aujourd'hui dans notre système de santé, alors que depuis la nuit des temps, on soigne en réaction et non pas en fait en prévention. Et je pense que l'IA doit être l'outil technologique qui nous permet d'agréger la donnée. On a des
des systèmes de calcul aujourd'hui, je ne vais pas dire infini, mais pas loin, utilisons-la pour essayer de développer un outil de prédiction qui permettra au moins, après le patient il fait ce qu'il veut, il est libre, mais au moins de donner en fait des éléments de langage au patient en disant si tu ne changes pas aujourd'hui ton rythme de vie ou certains éléments dans ta vie de tous les jours, peut-être que dans 5 ans ou 7 ans tu risques d'avoir ou de développer telle ou telle pathologie, fais-le maintenant tant qu'il est encore temps d'agir. Voilà, je pense beaucoup à ça. Ouais, puis du coup, c'est là qu'on voit que c'est gagnant-gagnant, quoi. Aussi bien pour le patient, pour la sécu, pour la compréhension. Et qui sait, peut-être que tu vivras 120 ans grâce à ça. Super. Si je suis en bonne santé, ce serait pas mal. Alors du coup, ça emmène ma prochaine question qui est toujours sur l'IA. Dans l'étude, on voit qu'il y a quand même quelque chose d'un peu qui me semble paradoxal, c'est que malgré que l'IA est perçue très positivement pour le diagnostic, il y a quand même 46% des médecins qui redoutent un impact négatif sur la relation humaine. Oui, vous avez raison, là il y a quelque chose d'assez ambivalent. Les médecins voient très clairement l'impact positif de l'IA sur la réduction des erreurs médicales. Alors ça c'est très consensuel, sur la qualité du diagnostic, sur la personnalisation du traitement, enfin c'est tous les aspects de prévention dont vous parliez, sur l'organisation même du travail, voire sur la communication entre les professionnels de santé. Ça aussi c'est un point important de l'organisation de notre système. Mais simultanément, il y a des craintes qui s'expriment sur la relation patient-médecin. Alors on a un quart qui considère que l'IA va avoir un impact positif. Ça, c'est peut-être les plus acquis aux nouvelles technologies. On a 46%, donc quasiment 1 sur 2, qui redoutent un effet négatif du développement, de l'introduction de l'intelligence artificielle, précisément parce qu'ils craignent que cela développe l'autodiagnostic dont on parle depuis tout à l'heure. Et je crois que, en fait, la difficulté, elle est là. Les patients ne cherchent pas à s'auto-diagnostiquer. Ils cherchent à avoir davantage d'informations, à arriver mieux armés dans la consultation, mieux armés en termes d'information, en termes de compréhension, d'identification, pourquoi pas, de leurs symptômes, mais elles ont bien conscience que le détenteur du savoir, c'est le médecin. Et ça doit rester comme ça. Donc c'est pas de l'autodiagnostic, c'est simplement peut-être arriver mieux informé, et puis ressortir aussi mieux informé, comprendre plus en profondeur ce qui a été dit par le médecin dans le cadre de la consultation. Donc là, il y a... Oui, ça peut paraître paradoxal, mais il faut bien comprendre ce qui se joue dans la relation. Ce n'est pas un point d'opposition entre les patients et les médecins. Je crois que c'est une sorte de malentendu qui va être levé dans les années qui viennent avec le développement de l'intelligence artificielle. Après, tu le dis à juste titre, je pense que l'autodiagnostic, quoi qu'on fasse, je pense qu'ils le feront. Mais je pense que tu as raison, les médecins ont un peu crainte, c'est un grand mot, mais cette appréhension négative sur le fait que le patient arrive déjà avec comment je pourrais dire ça, une idée, un préjugé, une idée préconçue de ce qu'il a déjà. Mais par contre, pour revenir sur le sujet de l'IA qui est fait avec ça, de fait, que ce soit pour le patient ou pour le médecin, l'IA aujourd'hui dans notre cœur de notre quotidien, tu prends ton téléphone, tu demandes à qui tu veux, à ChatGPT, à Gemini, de te sortir quelque chose, il va te le sortir. Mais par contre, je pense que la compréhension du diagnostic, aujourd'hui dans la population, alors les personnes âgées qui n'utilisent pas l'IA, ça va rester comme ça, mais toutes les personnes qui ont utilisé l'IA, qui utilisent l'IA, la donnée au quotidien, va permettre d'avoir une meilleure compréhension de ce que potentiellement le médecin va dire, comme ça je crois que tu le disais tout à l'heure, et c'est surtout que c'est quand même assez rassurant, parce que quand tu arrives chez un médecin, que tout le monde est un peu stressé quand on a quelque chose de savoir ce qu'on a, ou quand on va faire en fait un examen, une radio, un scanner, ce que l'on veut. En revanche, entre quand tu fais la consultation et que tu as réellement le diagnostic, des fois il peut se passer 10 jours, tout le monde en fait s'inquiète naturellement, c'est très anxiogène, mais le fait d'avoir déjà un peu d'informations en amont et d'arriver un peu préparé chez son médecin, quand le médecin il te dit des choses, déjà
ça rassure, parce que déjà en disant oui, tout compte fait, j'avais vu ça aussi, et l'IA m'a permis de mieux comprendre ce que l'on va me dire. Et peut-être que ça permettra aussi aux médecins, d'avoir un travail un peu plus facile. Parce que de temps en temps, il y a quand même certaines pathologies ou maladies qu'il faut annoncer qui ne sont pas forcément, à mon sens, faciles à faire, même si les médecins sont formés sur ça. Quoi qu'on dise, ça fait qu'on touche l'humain et c'est quand même compliqué. Et le fait que les patients aujourd'hui sont de plus en plus sachants de ce qu'il peut avoir comme maladie ou comme pathologie, fait qu'à mon avis, ça peut peut-être un tout petit peu faciliter l'annonce de certaines maladies ou de certaines pathologies pour le médecin. Donc, je vois pas trop, moi, de négatif autour de ça. Je vois pas des robots médecins qui vont arriver. Mais par contre, ce qui est intéressant aussi par rapport à ce que disait Frédéric tout à l'heure, c'est un peu l'IA et la technologie. Je mets un peu les deux en même temps. Et aussi le post-Covid, c'est que 65% disent que de temps en temps en urgence, c'est pas un bon taux, c'est le taux le moins bon qu'on a dans le sondage. C'est-à-dire que quand on a une urgence, quelle qu'elle soit, c'est un peu compliqué de trouver soit son médecin, soit un médecin. Donc je pense qu'il y a la téléconsultation aujourd'hui qui s'est énormément développée, et ça permet aussi de répondre à ce que tu disais tout à l'heure, Frédéric, sur les déserts médicaux. Oui. Nous, on a quelques clients qu'on accompagne depuis le départ, pour pas les citer, Medadom par exemple, ou Tessan, qui sont ils ont inventé des cabines de téléconsultation sur lesquelles en quelques minutes tu peux avoir un médecin en ligne, et ces cabines-là sont souvent implantées dans des déserts médicaux ou dans des pharmacies. Il ne faut pas oublier que la pharmacie aussi, tout comme le médecin, maille le territoire français et a une relation de proximité assez importante avec le patient. Donc il y a aussi des innovations autres que l'IA, des innovations technologiques et humaines, telles que la consultation ou la téléconsultation dans une pharmacie, qui permettent d'avoir quand même un confort assez élevé pour des consultations où je pourrais dire standard. Je ne veux pas dire quelque chose où il y a une pathologie très importante, mais vous avez une allergie et puis votre médecin il n'est pas dispo, et vous allez faire une téléconsultation dans une pharmacie, même si c'est pas la vôtre, même si c'est pas votre médecin, vous faites la téléconsultation, vous sortez de là, vous avez une ordonnance, vous êtes dans la pharmacie, vous sortez en ayant le diagnostic et puis le traitement adéquat. Et ça a permis de désengorger potentiellement soit les urgences de votre médecin. Donc il y a un peu cette évolution de la société où il y a un vrai attachement en effet à son médecin. Il y a un vrai sujet autour de l'IA qui va, je pense, augmenter le savoir du médecin, ça c'est certain. Et il y a aussi les autres innovations technologiques par le biais de la téléconsultation ou des innovations technologiques et humaines qui permettent d'allier l'humain, le médecin, dans une pharmacie avec une cabine qui permet de faire pratiquement tout ce qu'on a besoin en l'espace de 20 minutes. Donc tout ça fait que je pense qu'on est dans un monde qui est palpitant. Peut-être que dans 20 ans, chaque matin, quand on se lèvera, on aura une salle à la maison où on mettra son bras, on aura une prise de sang, on prendra sa tension, on prendra tout, et puis on se dira tout va bien, mais attention, il faut que tu changes ça et ça, et puis on continuera à augmenter l'espérance de vie des patients. Et juste pour terminer, dans un des podcasts qu'on avait fait également, c'était de dire qu'est-ce qui avait, il y a quelques années, il y a des décennies, changé et augmenté l'espérance de vie des patients. Ça a été les analyses sanguines. Aujourd'hui, en fait, les analyses sanguines permettent de faire des diagnostics et pousser en fait le diagnostic du médecin pour confirmer, infirmer, voire déceler énormément de choses. En fait, c'est l'analyse biologique qui a permis d'avoir l'augmentation de vie que l'on a aujourd'hui. Parce que grâce à ça, on a décelé des choses qu'on ne décelait pas avant. Et même des fois, même en anticipation. Je pense que l'IA va avoir le même rôle que les analyses de biologie qu'on a eues, qui sont développées il y a des années, mais sur un autre pan qui est plutôt le pan de l'analyse de l'hygiène et du quotidien d'un patient en fait, et de son contexte global, et qui permettra adosser à tout ce que l'on sait déjà aujourd'hui, à tout ce savoir que l'on a à date, sûrement d'améliorer, je sais pas, de quelques années l'espérance de vie dans les prochaines années. Merci beaucoup du coup pour toutes ces informations, c'est très éclairant. Avant de conclure, j'aimerais juste poser une dernière question, Frédéric. Si jamais on décide de reconduire ce baromètre sur d'autres années, est-ce que tu vois des éléments qui seraient intéressants de continuer à étudier, ou des éléments tout nouveaux qui pourraient être aussi intéressants d'étudier ?
Oui, alors la bonne pratique d'un baromètre, c'est justement celle-là, c'est-à-dire d'avoir des indicateurs de suivi pour voir comment l'opinion évolue, l'opinion des médecins, l'opinion des patients. Et là, on voit bien que dans l'étude, il y a beaucoup d'indicateurs qu'on pourrait suivre. Évidemment, la qualité de la relation, la façon dont elle a évolué, toutes les questions autour de l'IA sont passionnantes à suivre parce qu'on sait que ça va beaucoup se développer dans les années qui viennent. Donc ça va avoir des transformations et des conséquences sur les perceptions des médecins et des patients. Et puis on pourrait ajouter, réfléchir à toute une série de nouveaux indicateurs. Moi, j'aimerais bien, par exemple, creuser un peu plus la dimension humaine de la relation. On a beaucoup travaillé les aspects professionnels ou transactionnels de la relation. Ce serait bien de voir un petit peu les qualités humaines, attendues, celles qui sont observées de la part des médecins, voir aussi comment les médecins qualifient la façon dont les patients se comportent avec eux dans le secret de la consultation. Bon, ça pourrait être intéressant. Et puis je crois qu'il faudrait évidemment aller peut-être un petit peu plus loin sur les questions d'intelligence artificielle et de technologie en fonction de ce qui pourrait apparaître dans les mois qui viennent. Et j'ai trouvé que la question de la prévention notamment était peut-être un point qui manquait dans cette étude très très fouillée, très dense de la relation entre les patients et les médecins. Peut-être un des points qu'on pourrait envisager d'aborder dans une éventuelle édition future. Merci beaucoup Romain, merci Frédéric pour tous ces échanges qui ont été très éclairants. Et merci à vous tous qui nous écoutez. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Stay Connected.